Nous allons poursuivre donc avec une table ronde qui va être consacrée à la structuration de l'offre de soins. Nous reviendrons notamment sur les traitements. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez prendre place, je vais appeler donc à me rejoindre donc Virginie O'Haraud, donc qui est adjointe à la sous-directrice de la prise en charge hospitalière et parcours ville-hôpital pour la DGOS, la direction donc générale de l'offre de soins. Bonjour, bienvenue à vous. Audrey Gabel, donc le professeur Audrey Gabel, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier, neurologue, chercheuse donc à l'INSERM. Donc Audrey, si vous pouvez également nous rejoindre, et Guy Le Rocher, qui est aujourd'hui donc président de France Alzheimer Pyrénées-Orientales, mais qui a exercé de nombreuses fonctions nationales comme vice-président délégué, comme porte-parole, comme administrateur également de la CNSA. Donc on attend juste Audrey Gabel qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Ah, la voilà. Ne courez pas Audrey, ne courez pas. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu présent donc pour évoquer cette structuration donc de l'offre de soins. Et donc Virginie O'Haraud, nous allons commencer par vous. Alors peut-être par un état des lieux avant d'aborder donc les mesures de la stratégie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais en tout cas donc les mesures qui relèveront de la DGOS. Donc je vous laisse vous présenter l'état des lieux actuel dans un premier temps. Très bien, merci. Donc Virginie O'Haraud, la direction générale de l'offre de soins, c'est la direction qui, au sein du ministère de la Santé, travaille comme son nom l'indique sur l'offre de soins, donc son organisation, l'autorisation des activités, la manière dont se structure l'offre de soins en territoire. Et j'appartiens à une sous-direction qui est plus particulièrement, qui travaille plus particulièrement sur la prise en charge hospitalière et puis les parcours soins ville-hôpital. On sait que voilà, c'est un enjeu de bon enchaînement entre ces différents professionnels. Donc en termes d'état des lieux, alors j'avais préparé un petit diaporama, je ne sais pas si il est... Normalement, oui. Pardon. Parfait, je vous remercie. Hop, j'espère que vous voyez, c'est un petit peu petit, mais je vais l'expliciter oralement. L'idée de cette représentation, c'était de mettre l'accent sur le fait qu'on travaille sur la structuration d'une offre dans une logique de graduation, avec un premier recours, un second recours, un troisième recours. Et c'est finalement la bonne... articulation entre ces différents niveaux qui va faire que le parcours va être d'une part complet et d'autre part pertinent, tout le monde ne pouvant pas tout faire et l'action de chaque professionnel étant complémentaire avec des dispositifs spécialisés. Donc en premier recours, l'offre de ville, les médecins généralistes, on en a reparlé, repérage, diagnostic, un enjeu très fort donc du côté des médecins généralistes et des neurologues libéraux. Le second recours, 470, alors on corrigera la diapositive, 470 consultations mémoire, on est en train de consolider ces chiffres qui sont aujourd'hui un petit peu difficiles à obtenir sans passer par des enquêtes que l'on fait auprès des agences régionales de santé. Donc là, on est en train de consolider les dernières remontées des agences régionales de santé. Donc on en est à 470 de consultations mémoire, alors consultation mémoire de territoire, consultation mémoire de proximité et les consultations des professionnels libéraux. Donc là, vous voyez déjà aussi qu'il y a un enjeu à la fois de positionner l'offre sur le territoire de manière à ce que depuis la proximité jusqu'à ces consultations mémoire de territoire, on ait une bonne articulation entre les différents professionnels et un accès en proximité pour les personnes. Et puis, en troisième recours, 31 centres de ressources et de recherche, les CM2R, qui assurent des missions de diagnostic également. 2 recours pour les niveaux 2, 1 et 2, et puis pour les situations les plus complexes, de l'expertise, de la formation, de la recherche et de la coordination.
On en a parlé aussi tout à l'heure, la prise en charge qu'il faut développer de manière experte pour les patients jeunes, et donc un centre national pour les patients jeunes qui est un centre multisite. Et environ, toujours pour ce qui est des dispositifs sanitaires, 150 unités cognitivo-comportementales qui sont des unités qui font partie de l'offre de soins médicaux et de réadaptation à l'hôpital. Donc ça, c'est on va dire le panorama des différents dispositifs sanitaires sur lesquels la DGOS travaille. Quand je dis qu'elle travaille, par exemple, elle est en charge d'actualiser des cahiers des charges. Les cahiers des charges de ces différents dispositifs sont généralement pris par instruction ou par arrêté. Ça leur donne une force nationale, c'est-à-dire que l'objectif est que chaque offre, chaque consultation, chaque centre qui va être décrit réponde partout à un même cahier des charges de manière à garantir l'équité de traitement sur le territoire. Donc voilà, notre travail, c'est de poser ces cahiers des charges de manière concertée avec les experts, les professionnels, les représentants des personnes, de manière à ce qu'ils puissent être justes, s'ajuster dans le temps aussi, parce qu'on est un secteur qui est très vivant. Depuis 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouvelles solutions qui émergent et au fur et à mesure, elles rentrent, comme on le disait tout à l'heure, dans le droit commun ou elles sont actualisées dans des cahiers des charges. Au fur et à mesure des stratégies nationales, on voit ces dispositifs se conforter, se renforcer quand ils répondent correctement aux besoins pour lesquels on les a imaginés. Alors, sur la stratégie en tant que telle, quelques focus sur les mesures sanitaires. Ma collègue de la Direction générale de la cohésion sociale vous a présenté aussi cette stratégie ce matin. La ministre également en a parlé, donc très rapidement pour se remettre en tête les 6 axes. Un axe très important, informer, changer le regard alors de tous, que ce soit voilà, on a une vraie prise de conscience, mais encore on va dire nos concitoyens non éclairés en recherche de connaissances, en recherche de savoir-être aussi et de savoir aussi orienter, soutenir chacune des personnes, et pour ça il faut informer et changer le regard de la société pour faire une société, on va dire, plus inclusive pour chacun. L'axe 2, prévenir et repérer tôt. Prévenir et repérer tôt parce que on peut toujours agir mieux quand on agit tôt pour limiter les impacts d'une aggravation donc, que l'on peut freiner, ou alors repérer tôt pour s'inscrire tôt dans un parcours de soins. Améliorer la prise en charge et soutenir les aidants. Renforcer la prise en charge domiciliaire, donc avec toute la diversité de ce que représente aujourd'hui la notion de domicile. Répondre aux besoins les plus complexes. Tout le monde n'a pas un besoin identique et une situation identique, et il faut pouvoir graduer la réponse et prendre en charge aussi des besoins qui sont très complexes. Et puis, en sous-bassement, soutenir la recherche et l'innovation pour nous permettre de progresser au fil du temps. Donc très rapidement, je vais essayer de ne pas être trop longue, un petit panorama des mesures que l'on pilote. Donc au titre de l'axe 2, prévenir et repérer, donc on a renforcé le repérage et le diagnostic précoce, notamment en renforçant les consultations mémoire dont on a déjà longuement parlé, notamment dans l'intervention précédente. On voit que c'est vraiment un acteur clé de l'entrée dans le parcours, de la bonne entrée dans le parcours. Et donc, il faut s'attacher à renforcer ces consultations mémoire et aussi à renforcer leur accès pour que les personnes puissent y accéder au moment où elles en ont le plus besoin, où ça va avoir un impact le plus important pour elles. Sur l'axe 3, améliorer la prise en charge et soutenir les aidants, donc prendre en charge et accompagner les personnes jeunes, une expérimentation mais qui fait écho à ce qui nous a été présenté tout à l'heure, d'équipe mobile, mais cette fois-ci une équipe mobile hospitalière pour accompagner les personnes patients jeunes à leur domicile.
Une autre mesure qui vise à renforcer la formation des professionnels de santé concernant les maladies neurodégénératives, donc des actions en direction des étudiants en santé pour que l'ensemble des étudiants en santé, on va dire de manière transverse, puissent être sensibilisés, formés avec des modalités pédagogiques innovantes pour voilà aussi leur apporter des outils au plus tôt dans leur formation de futurs professionnels. Faciliter l'accès aux soins somatiques courants, une action qui vise aussi à renforcer la formation des professionnels de santé pour pas laisser de côté cette partie somatique qui est si importante. Et voilà, tous les professionnels n'ont pas forcément les bons outils et donc il s'agira pour les centres experts de produire finalement les bons outils pour que les professionnels puissent se saisir correctement des situations des personnes qui sont leurs patients atteints de MMD et pour lesquels la prise en charge en soins somatiques doit être renforcée. Favoriser l'intervention des professionnels de santé dans les parcours avec le développement, alors ça existe aussi dans d'autres domaines, de protocoles locaux de coopération. Et puis le développement des infirmières en pratique avancée. Et donc voilà, l'idée de consolider ces professionnels-là dans la mesure où la coopération dans une équipe de soins fonctionne et les rôles dans cette équipe de soins peuvent évoluer pour tester des modalités de prise en charge nouvelles et puis les valider en fonction de l'intérêt qu'elles apportent. Et puis ça permet de faire monter en compétences les différents professionnels concernés. Sur le renforcement de la prise en charge à domicile, il y a une feuille de route hospitalisation à domicile qui est une feuille de route HAD 2021-2026 et donc on va travailler à identifier finalement ce que peut apporter la HAD en termes de réadaptation à domicile et donc voilà, travailler à approfondir ce sujet. Sur la réponse aux besoins complexes en établissement, l'objectif c'est de structurer dans les établissements, mais aussi avec la ville et avec les établissements et services du secteur médico-social, des filières maladies neurodégénératives qui permettent une coopération entre les professionnels plus efficiente, une meilleure orientation des personnes concernées. Dans un enjeu de sécuriser finalement leur parcours et d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir les soins dont on a besoin et donc organiser ces filières autour des centres experts et pour la maladie d'Alzheimer des CM2R. Renforcer le maillage national. On sait que un des enjeux aussi, c'est de réduire les inégalités de traitement qui peuvent être liées à des installations différenciées dans les territoires de telle ou telle offre. Et donc, régulièrement, on a un travail avec les agences régionales de santé pour identifier les besoins non couverts et essayer de combler les besoins non couverts au fur et à mesure aussi des moyens qui peuvent être dégagés pour cela. Et donc la création de nouvelles unités cognitivo-comportementales à partir de 2026 pour structurer cette filière et on va dire limiter les trous dans la raquette quand il y en a. Et puis améliorer l'anticipation des besoins en soins palliatifs et en accompagnement à la prise en charge de la fin de vie et aussi une stratégie nationale, des stratégies nationales qui se rencontrent pour renforcer, améliorer cette étape-là du parcours de vie. Et enfin, je le disais, alors c'est un peu en soubassement parce que ça émaille finalement les autres travaux, soutenir la recherche et l'innovation, évaluer et relancer les centres d'excellence. On a un enjeu d'évaluer, de valoriser ce qui est fait, de redonner des nouveaux objectifs pour avoir un secteur qui reste un secteur de la recherche qui reste vivant, utile et ancré dans
les enjeux de prise en charge, et puis la consolidation de la Banque nationale d'Alzheimer, que vous connaissez certainement, qui a avec un double enjeu, un enjeu de suivi, de pilotage de la politique publique, parce qu'elle vient permettre de disposer de données d'activité sur ces différents opérateurs qui mettent en œuvre les dispositifs, et puis un enjeu de consolidation de nos connaissances, et puis de la recherche. Voilà, en quelques mots, et j'espère ne pas avoir été trop dans les acronymes pour tout le monde. C'est vrai qu'on est dans un secteur où il faut avoir son petit glossaire avec soi. Non, c'était parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Et peut-être une dernière question, justement, comment est-ce qu'on peut garantir ce continuum dans la prise en soin et l'accompagnement des personnes malades, éviter toute rupture? Alors ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu que partagent beaucoup de politiques publiques, celui de la coordination, qui est devenu aussi un terme qu'on emploie beaucoup, celui de parcours fluide, bien coordonné, personnalisé, voilà, en évitant les ruptures de parcours. Alors on a différents leviers. Je pense que un des premiers leviers qu'on peut rappeler, c'est que s'agissant d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives, on est dans une succession de plans qui sont cohérents entre eux. Et moi, je crois beaucoup que c'est en ancrant dans la durée nos actions qu'on arrive à avoir des impacts, parce que on met du temps à structurer des nouvelles solutions, à les mettre en place, à les faire vivre, à les évaluer, à les ajuster. Et donc, si on changeait de pied, on va dire tous les 2 ans, ça serait extrêmement compliqué de voir les effets d'une politique publique. Or là, on a depuis le début des années 2000, des plans et des stratégies qui ont tous toujours poursuivi cette recherche de transversalité entre le soin, l'accompagnement, la recherche, l'innovation. Et ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez structurant. C'est un levier pour organiser les parcours pour les personnes. Ça produit de la culture commune, de la connaissance commune et une capacité pour les acteurs à travailler ensemble et à pas déconstruire systématiquement ce qui a mis du temps à être construit. Le deuxième levier, c'est une structuration de l'offre graduée. Voilà, c'est différents niveaux de recours, bien enchaîner l'expertise des professionnels au bon moment et avec un enjeu extrêmement important sur l'orientation et donc la capacité pour le premier recours à extrêmement bien connaître le deuxième recours et le troisième recours pour adresser, orienter les patients au bon moment. Autre levier, la précocité du diagnostic, on en a parlé aussi tout à l'heure. Plus on intervient tôt et plus on peut s'inscrire dans cette qualité de parcours et dans ce continuum pour le patient. Et puis une fluidité entre les acteurs de la ville, de l'hôpital, de l'accompagnement médico-social qui est nourri par l'enjeu de la formation, de la recherche et de l'innovation, mais je pense vraiment beaucoup par la formation et le partage des bonnes pratiques professionnelles au-delà de ce qu'on peut faire en termes de structure. Le diagnostic précoce, j'y reviens pas. Peut-être simplement mettre l'accent sur l'enjeu qu'on voit très clairement apparaître sur la coordination ville-hôpital et sur les différents moments du repérage, du diagnostic et cette capacité pour le médecin traitant à correctement repérer, diagnostiquer. On l'a entendu tout à l'heure aussi passer le relais aux consultations mémoire pour que l'ensemble des bilans et des recherches puissent être réalisés, et puis de renforcer cet accès aux consultations mémoire pour réduire les délais d'accès qui sont assez hétérogènes entre les consultations mémoire et qui peuvent être trop longs, et quand c'est trop long, ça peut être facteur de perte de chance, et donc un enjeu à réduire ces délais en consolidant ce maillon-là pour le parcours. La fluidification des parcours, et je fais très vite, c'est l'organisation de cette filière de soins avec au cœur les CM2R et puis autour la capacité finalement à avoir une politique territoriale d'accès à l'offre, et qui embarque aussi les soins somatiques, les soins palliatifs, l'hospitalisation à domicile, des expérimentations. Enfin voilà, d'essayer de faire
faire vivre cet écosystème en territoire pour fluidifier le parcours, c'est beaucoup un enjeu de coopération institutionnelle, interinstitutionnelle, de coopération entre les professionnels et d'implication à toutes les étapes des personnes concernées. Hop, pardon, je suis allée trop vite. Et avant la conclusion, peut-être voilà un dernier focus très levier sur ces parcours. Notre capacité à piloter la politique publique et les données pour cela sont vraiment extrêmement importantes, et donc une évolution de la BNA qui est vraiment indispensable pour nous permettre de faire ça. L'évaluation des centres d'excellence aussi pour vraiment tirer le maximum de profit de cette recherche, et puis la formation. Merci beaucoup Virginie Waro. Merci. Professeur Audrey Gabelle, je me tourne vers vous, bien sûr, pour vous faire réagir sur ces éléments d'actualité, à la fois sur la stratégie, mais j'aimerais aussi que vous puissiez vous exprimer sur l'arrivée ou la non-arrivée des traitements en France. Alors merci déjà de faire cette table ronde que je trouve tout à fait vraiment intéressante sur ce qui est déployé par la stratégie. J'ai quelques années de stratégie, de plans divers et variés. En effet, il y a une continuité et ça, je pense que c'est vraiment très très important. En effet, il y a des volontés d'avancer, il y a des volontés de redynamiser, il y a des volontés on va dire de coordonner, de travailler ensemble, d'évaluer les acteurs. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de sémantique, mais il n'y a pas d'argent. Donc, et c'est pas contre vous, bien évidemment, mais en fait, la problématique de tout ça, c'est que la France est un très grand pays. On a des chercheurs absolument extraordinaires. On a des cliniciens extraordinaires. On a des associations et des bénévoles extraordinaires, des patients, des familles, des entreprises, des startups, des biotech. On a un écosystème, des laboratoires pharmaceutiques qui investissent. On a un écosystème absolument extraordinaire. Il n'y a pas de mais. Le problème, c'est qu'en fait, on le valorise pas et qu'on s'arrête toujours au milieu du gué. On a toujours des trucs, on est les premiers, on a été les premiers pour le plan. Tous les pays nous enviaient ce plan, ils ont copié le plan. On était les premiers en imagerie, en génétique. On a fait tellement. Les CM2R, la structuration de l'offre de soins, c'était extraordinaire et ça reste extraordinaire parce que il y a des gens qui travaillent non-stop, quelles que soient les conditions, et qui essayent de faire vivre, de continuer de faire vivre alors qu'il n'y a plus d'argent, ce type de structure. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est oui, on a vraiment beaucoup de chance d'être dans ce pays, mais on est isolé. Le professeur Villain l'a très bien montré. On est isolé. Je reviens. La semaine dernière, il y avait le CTAD, qui est la conférence internationale sur les essais thérapeutiques en France, et ça fera le lien avec les traitements. Il y a encore quelques années, on était leader. On présentait à cette conférence et là, le CTAD a été monté par le professeur Touchon à Montpellier. Le premier CTAD était à Montpellier avec Toulouse et avec le professeur Vélas. C'est complètement phagocyté par les États-Unis, bien évidemment, maintenant. On frôle les murs quasiment. On n'a plus le traitement, on n'a pas de traitement. On est le seul pays à avoir l'Europe qui dit oui, mais nous on dit non. Ils parlent déjà des doubles thérapies, c'est-à-dire le traitement plus un autre traitement ou plus des stratégies non médicamenteuses. Ils parlent déjà des stratégies sur des sujets précoces, c'est-à-dire asymptomatiques ou à risque. Ils parlent déjà de la prévention primaire, c'est-à-dire pas seulement les gens qui arrivent à 22 de MMS dans les centres mémoire. La prévention primaire chez le généraliste, voire en population. Mais nous, on est où dans tout ça ? Nous, on a un retard, c'est plus un retard, c'est abyssal. Donc, je disais, on en discutait tout à l'heure. Avant, on regardait passer le train, mais on était éventuellement sur le dernier wagon. Ah, mais là, on est toujours sur le quai. Les mecs, ils ont la fusée spatiale, quoi. C'est SpaceX. Hein. Donc, moi, je me demande comment on arrive à aligner les planètes. Comment, alors qu'il y a des stratégies, qu'il y a des volontés ministérielles, qu'il y a des volontés politiques,
qu'il y a des volontés des patients, des équipes soignantes, du paramédical, etc., comment on n'arrive pas à valoriser tout ce qui est fait et que le patient, il en voit la différence. Parce que moi, je suis clinicienne et ça fait 2 ans maintenant qu'on tient les patients à bout de bras. On les revoit, on les revoit. On leur dit, bah oui, là, le traitement, il va arriver. Hein. On n'a jamais été aussi près qu'il arrive. Hein. On n'a jamais été aussi près de développer tout un tas de stratégies de prévention et on le fait en consultation avec les stratégies non médicamenteuses, le sommeil, l'activité physique, la nutrition, etc. Tout ça, c'est déjà déployé. Mais la différence dans un écosystème, c'est le médicament. Ou un ou plusieurs médicaments. C'est pas un en particulier, c'est une stratégie. L'amyloïde, on le sait, c'est un facteur de risque. Ça devrait même être parmi les 15 facteurs ou 14 plus celui-là de facteurs de risque modifiables. C'est modifiable. Les traitements, ils cleanent l'amyloïde. C'est-à-dire en quelques mois, vous avez plus une plaque. Donc après, il y a les questions, est-ce que l'amyloïde, ça a autant d'impact sur la cognition? Voilà, il y a plein d'autres questions scientifiques. Mais en tout cas, la modification de ce facteur de risque, elle est possible. Et pourtant, ce n'est pas intégré comme des facteurs potentiellement modifiables, parce que c'est thérapeutique. Mais le traitement, comme partout, a toujours été central dans un parcours de soins, a toujours été central dans les filières, dans les liens avec la ville, l'hôpital, etc. C'est comme si là, on avait une table ronde en oncologie et qu'on soit en train de discuter de la gestion de la douleur, de la gestion éventuellement de l'imagerie, de l'accès précoce, de la gestion des perruques, de la gestion des soins, et qu'on vous dise ah mais on fait tout ça, hein, très bien, mais alors il n'y a pas de chimio, parce que en fait en France on a décidé que la chimio, alors que tous les autres pays le font, nous on considère que c'est pas assez efficace ou que le bénéfice-risque il n'est pas assez efficace. Il n'y aurait pas tout ce qui est mis en place en oncologie. Il n'y aurait pas les avancées de la médecine personnalisée. Parce que derrière le traitement, là, on vous montre des groupes. Donc, on vous montre un effet moyen sur un groupe traité versus un groupe placebo. Mais derrière ça, il y a tout ce qu'on appelle la médecine personnalisée. On est en train d'analyser certaines données. Il y a des patients qui répondent bien mieux au traitement que la moyenne. Il y a même des traitements, quand on analyse certains facteurs génétiques, où on est en capacité de faire une différence de 85%. C'est pas 30%, 85%. 72% de réduction de l'atrophie cérébrale. Il y a quand même des capacités de mettre en place ce type de traitement, ou au moins de laisser les patients décider s'ils peuvent avoir accès au traitement éventuellement sur l'aspect remboursement, potentiellement, parce qu'il y a encore un autre débat. Alors les médicaments dont l'HAS refuse l'accès aux patients, c'est plusieurs pays dans le monde, c'est des milliers de patients qui sont traités, c'est 2 ou 3 ans de suivi, c'est des données de vie réelle qui montrent que 77% des sujets qui sont pris en charge par ces traitements sont stables. 7% s'améliorent. Le risque des ARIA, comme on a vu, il est encore moindre en vie réelle que dans les essais thérapeutiques. Parce que les gens se sont adaptés. Ils ont perçu celui qui allait bénéficier le plus et dont l'effet potentiellement, ou le risque était potentiellement moindre. Donc, plus on a accès à cette innovation, et vous parlez de soubassement de la recherche et de l'innovation. Mais c'est pas un soubassement qu'il faut. C'est les fusées, les étapes de la fusée. Parce que, en fait, ça ne suffit pas. De soutenir, ça ne suffit pas. Soutenir, ça veut simplement dire qu'on est à l'arrêt. Là, il faut une vraie dynamique. Il faut, au-delà des mots, d'avoir une vraie dynamique, on va dire institutionnelle, globale, où l'ensemble, et on est tous d'accord pour travailler déjà tous ensemble, ce qui est aussi une révolution. Ça quand même, on est dans les maladies neurodégénératives, grâce aux différents plans, ont permis cette cohésion des différentes équipes. Alors bien sûr, il y a encore plein de choses. Les acronymes, les patients, ils ont du mal encore. Hein. Vous aussi. Bien sûr, il y a plein de choses et des fois les gens ne le savent même pas. Donc il y a aussi comment on arrive à transférer tout ce qui est fait auprès des patients, auprès des familles. Comment on arrive à ce que cette innovation qu'on met en place, les biomarqueurs sanguins, on met ça en place à Montpellier depuis septembre dernier.
c'est pas partout pareil. Alors pourquoi ça devrait pas être partout pareil? Pourquoi à Lille ils ont pas accès aux biomarqueurs, enfin encore à Lille, mais pourquoi à Rouen ils ont pas accès aux biomarqueurs plasmatiques que nous on l'a, que les patients à Montpellier ils l'ont? C'est injuste, c'est inéquitable. Pourquoi les patients ils ont accès au traitement aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, etc. et pourquoi pas en France? C'est inéquitable. Donc comment on arrive à expliquer? Moi j'aimerais bien que les personnes qui décident ces éléments, ils viennent avec nous en consultation pour expliquer aux patients que non, ils doivent encore attendre. Mais sauf que en fait les délais institutionnels, c'est pas les délais du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, les lésions, elles continuent de progresser. Et c'est une vraie perte de chance, parce que 1 an, 2 ans, quand les gens ils sont juste à la limite du MMS ou du MoCA, ils sont plus éligibles aux essais thérapeutiques, ou ils sont plus éligibles au traitement. Et donc, on a l'impression que la maladie, c'est chronique, que la maladie, ça prend des années, parce que les lésions, elles se cumulent progressivement. Alors, si la maladie, elle prend des années, on a le temps. Mais on n'a pas le temps. Les patients, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils viennent à des fenêtres où la fenêtre, c'est une urgence. Là, ils sont sur une fenêtre thérapeutique où on doit pouvoir leur proposer un maximum de choses, où ils ont une vraie opportunité. Et donc, il faut pas louper cette opportunité. Et surtout, on a les moyens de le faire. Mais malheureusement, des fois, on va pas jusqu'au bout. Donc, c'est comment on arrive à transformer cet essai de toutes les valeurs qu'il y a en France, de toutes les efforts qui ont été faits depuis tant d'années, comment ça arrive à se transformer et que la vie des patients arrive à changer. Et moi, je pense que un des critères dans votre prochaine évaluation de la stratégie nationale, ce serait de faire un sondage auprès des patients et de dire est-ce que votre vie a changé avec la stratégie MND? Si vous répondez oui, vous aurez gagné. Merci Audrey Gabelle. Audrey, j'avais une petite question, dans le contexte tendu que nous connaissons. Est-ce que vous êtes attaché à promouvoir certaines innovations? Je parle en termes d'organisation ou technologique. Est-ce que ça peut aussi aider avant d'entendre Gilles Rocher? Alors là aussi, c'est pareil. On travaille avec des startups. Il y a aussi des spin-offs des laboratoires et des académiques. Il y a beaucoup de collaboration en fait entre les industriels et les académiques. Donc il y a vraiment tout ce terreau là qui est essentiel. On a tout le développement de l'IA grâce aussi à de nombreuses personnes et à l'expertise aussi qu'on a en France, qu'on parfois on va chercher à l'étranger, mais qu'on a aussi en France. Et donc oui, on essaye de le mettre en place, mais c'est toujours pareil. Ça se diffuse pas. C'est-à-dire que nous, on va mettre en place ça à Montpellier. Bon, ça va peut-être s'étendre un peu, à la région, à Toulouse, parce qu'on collabore, à Marseille, enfin voilà. Mais en fait, ça reste assez local. On a du mal à pouvoir vraiment se dire, il y a 1, 2, 3, 10 détections par tests cognitifs digitaux qui sont déployés en France. Et les patients, ils ont vraiment la possibilité de s'auto-tester et après d'aller éventuellement chez leur généraliste ou d'aller au niveau des centres mémoire. L'aspect d'empowerment qu'on appelle ou d'auto décision et de possibilité en fait d'être acteur de sa santé, elle n'est pas encore assez donnée aux patients, parce que bien sûr il y a encore aussi un paternalisme. On parlait du stigma, mais il y a toujours un paternalisme, en particulier chez les patients qui ont des troubles cognitifs. On a toujours l'impression qu'ils sont plus en capacité de décider. Nous, on voit des patients, ils ont 55 ans, ils ont un haut niveau socio-culturel, ils ont 29 de MMS, ils ont la maladie biologique et au départ un peu clinique, ils sont tout à fait en capacité de décider. Donc on a aussi encore cette image malheureuse du patient qui a 85, qui est en institution, qui a un stade très très avancé de la maladie, et donc on considère que la pathologie fait qu'ils ne sont plus en capacité de décider. Il y a aussi l'aspect digital ou de l'aspect intelligence artificielle, en disant il y a les problèmes de littératie en digital, ils savent pas comment faire.
Non mais attendez, les gens qui ont 60 ans ici, 65, même 70, 75 ans, ils savent utiliser un iPhone, hein, un iPad, une tablette, un ordinateur. Enfin, on n'est plus comme il y a plusieurs années. Donc, les outils digitaux, l'aspect ludique des outils digitaux est tout à fait faisable pour de la détection et en tout cas du screening des sujets très très précoces. Et donc ça peut permettre de répondre aussi aux enjeux de repérage, aux enjeux de diagnostic précoce, puisque même s'il y a beaucoup d'efforts, on n'est pas assez nombreux. Neurologues, gériatres, médecins généralistes, on ne sera pas assez nombreux pour pouvoir faire du diagnostic précoce. Donc ces outils-là nous permettent d'avoir un effet d'entonnoir, de voir les patients qui seront les plus à même de bénéficier de différentes stratégies, de pouvoir aussi orienter les autres autrement, si c'est des troubles de la mémoire qui sont dus à une dépression et autres, en tout cas de pouvoir les orienter le mieux possible. Et puis plus on prendra en charge tôt, plus l'effet de ces traitements-là est bénéfique. Et traitement ou toute stratégie non médicamenteuse. Et l'impact économique, on n'en a pas parlé, puisqu'on dit il y a pas trop d'argent ou pas assez. Quand on dit 27 millions, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais 27 millions sur l'ensemble du territoire, quand vous devez faire du stigma, du diagnostic, de la prise en charge, de l'EHPAD, du trouble du comportement, de la fin de vie et de la recherche et de l'innovation, hein, tout le monde gagne 5 000 €, en gros, par territoire. C'est-à-dire qu'il y a tellement à faire que oui, il y a aussi un enjeu financier. Mais l'enjeu financier, il est mis, en fait, il devrait même pas être sur la table, parce que quand vous déployez toutes ces stratégies, le bénéfice de l'écosystème et de la dynamique de l'écosystème en termes de création d'entreprises, de création d'emplois, de gestion en fait des professionnels de santé, etc., il est décuplé par rapport à l'investissement qui est mis. Donc oui, l'IA a un rôle majeur à jouer, les outils digitaux ont un rôle majeur à jouer. Ça commence. Nous, on a des stratégies qu'on met en place. Il y a d'autres centres qui ont aussi des stratégies. Donc c'est en train de se déployer. Heureusement. Merci beaucoup, Audrey Gabelle. Merci. Guy Le Rocher, il était important d'entendre votre parole pour expliquer, rappeler tout ce qu'a pu construire France Alzheimer aussi au fil du temps en termes de structuration de l'offre. Donc, est-ce que là aussi vous pouvez nous en dire plus et ce dont on devrait s'inspirer peut-être davantage? D'abord, en premier lieu, merci de m'avoir invité à venir parler ici. Merci d'être resté aussi nombreux après une journée où votre attention a été tout à fait focalisée sur des sujets divers, mais complémentaires. Moi, c'est ce qui me frappe entre ce que j'ai entendu ce matin, surtout cet après-midi, c'est l'idée qu'il y a une complémentarité entre Virginie, Audrey et France Alzheimer, parce que moi, je ne suis là au titre que de France Alzheimer, à savoir que tout seul dans son coin, on ne fait pas grand-chose, et que la culture en CEO devrait avoir vécu. Ça, c'est la première chose. J'ai eu la chance, lorsque j'étais vice-président de France Alzheimer, vice-président délégué et porte-parole, de participer à une conférence avec Boris Cyrulnik et d'éminents professeurs de médecine. Et il avait prononcé une phrase qui m'a toujours suivi. Il dit qu'on perçoit la maladie d'Alzheimer comme on la parle. Et on voit bien ici qu'en fonction de la manière dont on va évoquer les sujets, ça a une incidence sur votre comportement, mais pas que. Il dit aussi que la parole qui compte, les voix qui comptent, celle des experts, est extrêmement importante pour les familles et la conception qu'elles auront de la maladie et la perception que la société aura de la maladie. Donc ne vous y trompez pas, tous les mots prononcés, quelques vilains mots, comme fardeau, comme prise en charge, sont des mots qu'il faut proscrire. Et le professeur, dont j'ai perdu le nom, qui a fait sauter sur les bancs le président de France Alzheimer. Donc il y a des mots qui fâchent, mais dans tous les cas, la manière dont c'est parlé a beaucoup d'importance, et donc la parole d'expert compte, au-delà même de ce qu'il dit et de la première intention qu'on a lorsqu'on l'écoute. Et donc, qui sont les experts, à notre sens, je parle de France Alzheimer, qui sont les experts les plus performants dans le temps, 40 ans? Quels sont ceux qui passent le plus de temps auprès des malades? Eh bien, c'est vous, c'est les familles, c'est les aidants. Ici, vous représentez une association, mais vous représentez d'abord, je représente les familles, parce qu'on a tous été touchés par cela. Et donc, je trouve, c'est une introduction, mais ça sera aussi ma conclusion. Donc je m'arrête là parce que mon élan va m'emporter. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est la question qui est posée
à chacun de nous, le diagnostic et après. Moi, ça fait 29 ans, je suis dans mon associatif, je l'étais avant dans les Pyrénées-Orientales, et j'entends encore la même question. Oui, on me dit que je suis Alzheimer, et après? Or, on a bien entendu parler ici de la structuration du parcours. Maintenant, il y a un terme nouveau qui est l'aller vers. Je ne sais pas si vous participez à des réunions, je parle devant un expert du 34, on nous dit il faut aller vers, mais nous ça fait 40 ans qu'on le dit qu'il faut aller vers. Donc c'est une parole qui a beaucoup d'importance. Alors le parcours, l'aller vers, la coordination, le suivi, l'équité sur le territoire, au fond c'est ce que fait l'association France Alzheimer depuis 40 ans. En tout cas c'est ce qu'elle essaye de faire. Oui, il y a une disparité quelquefois d'un territoire à l'autre, parce qu'il y a de grands départements et de petits départements. On ne parle pas que de l'Hexagone. Je le dis à mon ami qui tout à fait m'en a fait la remarque, on parle de tous les territoires. Il est important, voilà. On parle de tous les territoires et il y a eu des plans qui ont été évoqués ici. Donc je le rappelle, 3 plans Alzheimer, un plan solidarité grand âge, un plan maladie neurodégénérative et maintenant une stratégie, vous l'avez évoqué, neurodégénérative. Tout ça, ça fait pratiquement 30 ans, un peu moins. Qu'est-ce que ça a produit ? Alors, le créneau de France Alzheimer, c'est qu'est-ce que ça a produit pour les familles, qu'est-ce que ça a produit au quotidien, au-delà des structurations dont vous avez parlé, les CM2R, progrès immense, la recherche, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour moi, là où je suis, en proximité, à mon âge et dans ma situation. Et là, je crois que le rôle de France Alzheimer ne peut être contesté par personne. Dans cette salle, bien évidemment non, puisqu'il y a que des groupies ici, mais je parle à l'extérieur. Et donc, les plans Alzheimer, un petit rappel quand même. J'ai regardé les chiffres. Le premier plan Alzheimer, 2001-2004, c'est 105 000 euros promis. Et on n'est pas au Téléthon, ou plutôt on est au... Pardon 105 millions, pardon. Oui, euros, ouais. En 2004-2008, c'est 200 millions d'euros. Donc ça progresse. En 2008-2012, qui à notre avis est le plan le plus performant, et je ferai un petit rappel là-dessus plus tard, c'est 1,6 milliard qui ont été promis, dont 1,2 milliard que pour le médico-social. J'insiste beaucoup sur ce plan, et Madame Mérieux, qui est ici présente, en a été l'artisan. C'est-à-dire que le professeur Ménard, lorsqu'il a présenté ce plan, la première personne qu'il a interrogée, ou la première institution qu'il a interrogée, c'est Arlette Mérieux. Donc je crois que rien que pour ça, on peut l'applaudir, parce qu'elle a produit beaucoup. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Les plans Alzheimer, le plan maladie neurodégénérative. Et ça a été effectivement cité en exemple. L'Angleterre nous a copié pour les plans. Nous, la seule fois où on a copié l'Angleterre, c'est pour arrêter de rembourser le médicament. C'est vous dire à quel point c'était pas intelligent de notre part. Ce plan, ces 3 plans, ces 4 plans, ont proposé 2 milliards d'euros. À la réalité, c'est que la dépense fin 2012, à la fin du 3e plan, était de 1 milliard. Donc des promesses qui n'ont pas été tenues. Pire, dans chaque plan Alzheimer, on a remis ce que le précédent n'avait pas fait sans le refinancer. Donc aujourd'hui, si on était face à un tribunal, on réclamerait en indemnité 1 milliard d'euros pour les plans Alzheimer, ce qu'on ne fera pas, mais on pourra en parler. Voilà, ça c'est juste pour les chiffres, ça me paraît important. Alors qu'est-ce que ça a produit sur ces années? Moi, je vais me contenter de parler de la colonne que nous connaissons le mieux. Moi, je ne suis pas un spécialiste du médicament, de la recherche, mais pour le reste, on a tous beaucoup donné ici, certains depuis 5 ans, d'autres depuis 30 ans, d'autres depuis 40 ans, enfin tous ensemble. Le savoir-faire de France Alzheimer a produit quoi? La formation des aidants. À l'origine, c'était un produit France Alzheimer qui ensuite a été vendu, je mets ces termes entre guillemets, à la CNSA pour le financer. La VAMA qui a été évoquée tout à l'heure, comment ça s'appelle, les cafés Alzheimer, les groupes de parole, les week-ends de répit, les séjours de vacances, l'éducation thérapeutique, autant de choses dont on parle aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et le précurseur de cela, le pionnier, ça a toujours été l'association France Alzheimer. Et comment? Parce que dans chaque association, quelqu'un disait, il y a un besoin, j'imagine que nous pourrions. C'est né comme ça. C'est donc une agglomération comme un puzzle d'idées du terrain. Donc les experts, c'est bien vous. Donc chaque expert a sa place, et ce qu'on peut regretter, c'est que la parole des experts que nous sommes n'est pas suffisamment appliquée. Elle est quelquefois entendue, rarement appliquée. Et puis d'autres choses ont été proposées grâce à tous ces plans, dont on parle aujourd'hui comme si c'était naturel et comme si ça avait toujours existé. Les accueils thérapeutiques de jour autonomes, les accueils de jour en EHPAD, les équipes spécialisées Alzheimer, les plateformes de répit, les MAIA devenus les DAC, les CTR, enfin des acronymes, il y en a plein. Donc ça a produit dans la colonne de droite, je ne fais pas de politique, qui est celle du médico-social, plein
plein de choses. Est-ce suffisant? Non. Mais c'est peut-être le milliard qui nous manque, qui pourrait y subvenir. Donc il est important, dans chaque département, qu'on ait cette stratégie de parler sans cesse de ce qui nous manque. Parce que sinon, on n'arrivera pas à produire tout ce qu'on a souhaité. Le dernier plan que je voudrais aborder, c'est un plaidoyer. Alors pas le plaidoyer, Monsieur le Président, de France Alzheimer, mais le plaidoyer pour France Alzheimer, pour nous, pour vous, pour les associations. Je pense que notre parole d'expert, qui a 40 ans ou 30 ans, était peut-être une parole profane, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est plus une parole profane, c'est une parole d'expert. Chacun dans votre territoire, vous êtes censé savoir, et vous savez, et vous le défendez, ce qu'on a besoin dans les départements. Aujourd'hui, dans les régions, les 2 réunions régionales faites chaque année le prouvent. C'est une fourmilière d'idées. Les associations Alzheimer sont donc les experts du terrain. 40 ans d'expertise, on l'a dit. Il existe la Croix-Rouge quand il y a une catastrophe naturelle. Moi, je pense que l'Alzheimer, c'est une catastrophe qui n'est pas naturelle. Et c'est la Croix verte de France Alzheimer qui devrait la porter. Voilà, je crois vraiment qu'on devrait être, quelque part, des experts en mission déléguée. Et d'ailleurs, lorsque on propose aux villes aidantes de venir les aider, eh bien, ils disent eux-mêmes qu'on est une espèce de service associé délégué gratuit. Donc, je crois que là, on a vraiment un vecteur de développement très, très important. Mais ce vecteur de développement, il marche pas tout seul. Il marche pas uniquement parce que nous, on est sur le terrain. Mais il marche aussi parce que des gens avant nous, qui sont ici ou qui sont ailleurs, ont proposé ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il serait temps de créer ce que moi j'appelle le cercle des ambassadeurs, mais pas disparus, présents, pour qu'ils puissent, chacun à leur tour, venir abonder ce que France Alzheimer propose. Ce ne sont pas des élus de France Alzheimer, ce ne sont pas des gens qui veulent se faire élire à France Alzheimer, mais c'est des gens qui ont un savoir. Alors je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais pour la paroisse de ceux qui sont ici ou qui ne le sont pas, parce que ce savoir-faire, il est en train de disparaître, parce que l'histoire de France Alzheimer est très importante pour son actualité, pour son présent. Donc mieux nous écouter, ça veut dire mieux nous entendre, et puis être mieux représentés partout où l'on peut, avec une parole commune. Je crois qu'on a un vrai travail stratégique à faire. On parle du lobbying, c'est un vilain mot. Moi, je trouve que là, c'est une vraie qualité de faire ce lobbying tous ensemble pour forcer un peu la main de ceux qui ont du mal à nous entendre. Voilà. Et puis qu'ils arrêtent de créer et qu'ils essayent surtout d'optimiser ce qui existe depuis longtemps, depuis toujours. Et donc, j'en reviens à la conclusion sur Boris Cyrulnik et éventuellement sur Saint-Exupéry. Seul, on est responsable de tous. Et je crois que France Alzheimer le prouve depuis 40 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guy Le Rocher, c'était une table ronde une nouvelle fois très très riche, donc j'imagine que vous avez des questions ou des réactions, donc n'hésitez pas à lever la main sur tout ce qui vient d'être dit, à la fois la stratégie, les nouvelles pistes, le rôle de France Alzheimer. Alors, je pense pas que le sujet soit épuisé. Non, personne ne se lance. Oui, alors j'ai une question. Voilà. 3 questions même. Si vous voulez bien, voilà, relevez la main comme ça, la personne peut bien vous identifier. Merci beaucoup. On vous écoute, madame. Merci. Du coup, je pense que ma question est pour Virginie O'Haraud. Concernant le lien ville-hôpital, vous avez parlé des consultations mémoire, CMRR, mais je me demandais concrètement qu'est-ce qui va être fait dans la nouvelle stratégie pour créer ce lien ville-hôpital. C'est un peu tout l'enjeu de la structuration des parcours et de la filière dont j'ai parlé. Préciser le rôle de chacun. Je pense que au niveau de vraiment des médecins traitants, généralistes, etc., il y a besoin d'être beaucoup plus explicite sur vers qui se tourner, vers qui j'adresse mon patient quand j'ai un doute, qui peut me former, m'informer, etc. Donc c'est de travailler sur l'ensemble de ces besoins que peut avoir aussi le professionnel du premier recours et de la ville, pour mieux finalement faire circuler à la fois de la connaissance, de l'expertise, et puis mieux orienter les personnes, et puis une fois qu'elles ont leur diagnostic aussi consolider leur suivi.
Voilà, donc ces éléments-là, alors ça s'inscrit dans une politique aussi qui est plus globale, les maisons de santé pluriprofessionnelles, demain les maisons France Santé, enfin voilà, une sorte aussi de continuum qui se travaille avec tous ces acteurs qui structurent, alors soit par filière, soit par thématique, soit par enjeu populationnel, leur mode de faire, leur modalité de travail sur chaque territoire, en s'attachant à ce qu'on ne soit pas trop prescriptif sur la manière dont ils doivent s'organiser, mais plutôt sur les objectifs à atteindre et sur l'outillage, hein, parce que chaque territoire est très différent. Les professionnels ne sont pas tous organisés de la même manière. Il y a des territoires qui sont déjà très outillés en termes de culture, de coopération ou de travail ensemble, d'autres moins. Et donc, c'est avec ce terreau-là que chacun doit pouvoir trouver la bonne manière d'organiser pour que ce soit optimal pour les patients qui se présentent à lui et qui vivent à proximité sur le territoire. Je suis pas sûre de répondre complètement à votre question, mais... Merci beaucoup. Alors, j'avais vu d'autres mains se lever. Si vous pouvez vous manifester, voilà, au deuxième rang notamment. Et madame et monsieur. Très bien. Bonsoir, je n'ai pas de questions à vous poser, mais je voudrais féliciter le professeur Gabel pour son intervention. J'ai passé un très bon moment. Vous avez eu l'audace et l'honnêteté de dire tout ce que la plupart de nos collègues ici dans cette salle pensent tout bas. Je voudrais vous féliciter et je n'ai rien inventé. L'applaudimètre qui a suivi votre intervention parle de lui-même. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors voilà, je pense que madame et puis ensuite monsieur au fond, s'il vous plaît. On vous écoute, madame. Oui, moi je me pose la question pour la formation des étudiants en médecine, enfin des futurs médecins, puisqu'on a l'impression que chez les médecins généralistes, c'est pas toujours facile de repérer des troubles cognitifs chez les malades. Et donc, est-ce qu'il y aura une sensibilisation plus importante dans les études de médecine par rapport à ces troubles cognitifs? Alors c'est l'enjeu. Je peux pas vous dévoiler de maquette de formation parce que je n'ai pas cette connaissance si fine. Mais l'objectif c'est bien en effet de former dès les premiers pas, on va dire, des étudiants en santé de manière globale. Donc c'est pas que les étudiants en médecine, mais aussi les étudiants en médecine pour qu'ils aient une sensibilisation puis une professionnalisation qui leur permettent d'être au meilleur niveau de connaissance des problématiques qui sont liées aux maladies neurodégénératives. Merci, monsieur. Vous aviez une question au fond? Bonsoir. Je vous dis merci pour toute la journée. Mais j'ai une petite question au sujet des aidants. Dans le domaine des aidants, il y a une particularité, il y a les tutelles. Ah. Et nous n'avons pas abordé ce domaine. Je suis un petit peu concerné parce que je connais une amie qui est dépouillée par les tutelles. Parce que la première chose qu'ils ont intérêt, les tutelles, elles se nourrissent sur les dents, sur le malade. La première question qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme bien. Et ça me révolte. Vous comprenez, dans les aidants, il n'y a pas que les aidants qui aident, il y a les aidants qui se servent. Et ça, j'en suis très, très contrarié. C'est tout. Pouvez-vous me dire qu'est-il possible de canaliser tous ces tutelles qui se vautrent sur les malades?
Merci, monsieur. considérés comme tels. Merci, monsieur. On entend hein, votre détresse et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement délicat. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse. Guy Le Rocher, bien sûr. Je passe la parole. Monsieur, vous posez un problème délicat, mais au-delà de votre émotion qui est bien légitime, je crois qu'il faut se méfier des généralités. On a tous des exemples de tutelles qui ont débordé, de tutelles qui ont fait bien leur travail, de tutelles qui ont fait très bien leur travail, puisque le statut d'un tuteur ou d'un curateur, ça peut être un individu, ça peut être une association comme l'UDAF, qu'on a fait intervenir au sein de France Alzheimer. Donc je crois que la généralité n'est pas la bonne idée. Par contre, des cas comme le vôtre, moi j'en connais d'autres, et j'ai une amie qui est gérante de tutelle, et donc je connais bien le sujet. Et effectivement, c'est très complexe. Alors les ordonnances, je crois, de 2012 avaient beaucoup réformé cela, en disant qu'il fallait moins s'intéresser au patrimoine qu'au bien-être de la personne. Ça n'a probablement pas suffi. J'ai personnellement, avec d'autres, fait des conférences avec des notaires sur le sujet. Donc vous avez raison dans le cas qui vous occupe. Après, je réponds à votre question. Quel est le rôle de France Alzheimer par rapport à cela? C'est éventuellement d'avertir, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup de pouvoir dans ce domaine. Mais peut-être que quelqu'un me contredira. Merci. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question ou demande d'intervention? Je regarde. Oui. Gérard Despès. Oui, bon, merci encore pour tout ce qu'il en est. Bon, je crois que Joël a trouvé 2 porte-drapeaux pour la conférence pour manifester avec Audrey et avec Guy. Voilà, donc il a déjà recruté 2 personnes qui vont manifester pour la conférence mondiale à Lyon. Merci. Plus de questions, d'interventions. On va finir pile à l'heure, ce qui est assez incroyable. Mais écoutez, en tout cas, un grand merci. On vous applaudit de nouveau. Merci à vous.